adoré donc ce salon, j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle formule un petit peu, les duels également, donc ça c'était un peu, on essaye de se renouveler sans cesse. Je pense qu'il y a eu pas mal de monde, il y avait beaucoup, c'était très dynamique partout, dans toutes les conférences, il y avait du monde, des questions, j'espère que vous repartez chez vous avec d'autres questions et que vous allez pouvoir réfléchir à nouveau à tous ces thèmes. Et puis alors on finit comme d'habitude, plus décontracté sur un débat avec Stéphane, Jean-Louis et moi sur le CAC un petit peu principalement et voir un petit peu ce qu'on en pense et d'essayer d'envisager par la suite pour les prochains mois ce que ça va faire. Donc c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire. Donc, alors, qui veut commencer parmi vous? Stéphane? Stéphane? Ah, si tu veux, alors, il a désigné Stéphane. Donc, il a le privilège du vainqueur, donc il peut. Ok, et puis on y s'en va même. Alors, c'est bon, il a rendu, c'est gentil. Voilà, alors là vous avez à l'écran le CAC 40, c'est un graphique mensuel. Donc c'est quoi le truc à côté là? C'est mon livre. Un petit coup de pub. Un petit coup de pub. C'est le trading, c'est presque facile. Comme je disais tout à l'heure, on s'en est rendu compte aujourd'hui. Ah, vas-y, attaque le CAC. Donc le CAC. Là, je vous ai présenté un graphique mensuel, donc une bougie à moins de cotation. Ce qui est très intéressant sur le CAC 40, c'est que, bien sûr, on est dans une tendance haussière depuis l'effet Trump de novembre 2016. Mais ce qui est intéressant sur le graphique mensuel, c'est qu'on comprend également l'enracinement du CAC 40. On voit en fait entre 2014, 2015, 2016, on voit des longues ombres sur les bougies mensuelles qui naviguent entre 3008 et 4000 sans pour autant mettre en danger ces niveaux de soutien extrêmement forts sur le CAC 40. Et donc, si on n'arrive pas à les percer, c'est qu'on prend appui dessus pour construire quelque chose de plus positif. C'est ce qui s'est passé avec l'effet Trump. Et là, sur mon graphique, en fait, sur la fin du graphique, on est dans le mouvement haussier, selon moi, le plus puissant qui nous est permis d'observer, parce que cette fameuse bande rouge, qui est un peu ma marque de fabrique, j'utilise également en intraday, mais là que j'ai fait remonter sur l'infiniment plus grand en mensuel. Pour moi, cette bande rouge cadence parfaitement la hausse du marché depuis ce débordement des 4006, grosso modo. Et tant qu'on n'a même pas la capacité à passer sous cette bande rouge, eh bien le marché est sévèrement implanté à la hausse. Cette bande passe au voisinage du point bas qu'on avait atteint cet été, juste en dessous des 5000 points. Et là, on voit que ce mois de septembre, on a réactivé vraiment la hausse. Dès qu'on a corrigé un petit peu sur une correction somme toute logique après le premier et deuxième tour de l'élection présidentielle française, parce qu'on était quand même monté sur des niveaux relativement importants avec une vélocité très importante, donc on ne fait pas que monter, des fois on prend un peu quelques phases de respiration et de correction. Donc c'est vrai que le point d'appui sur 5000 était très important et la réactivation de la hausse récente, là, voilà. Sur la flèche blanche, on est ici, grosso modo, donc très à proximité de cette bande rouge, qui est une moyenne mobile exponentielle à 15 mois, qui pour moi est fondamentale. Donc là, en fait, tout se passe comme si on réactivait finalement une fois de plus le mouvement de hausse qui est bien implanté sur la Bourse de Paris. Et c'est vrai que l'objectif suivant est grosso modo situé entre les deux tours de l'élection présidentielle française, c'est-à-dire vers les 5003, 5004. Alors c'est vrai que si on voulait faire une prévision, le maximum, selon moi toujours, après ça n'engage que moi, ni Jean-Louis ni André, au maximum on pourrait atteindre 5008. Le maximum des maximums, selon moi, c'est 5008. À 5008, je pense qu'on aura certainement un stop très important, mais encore... non, c'est pas à côté. Je dis pas qu'on va y monter, mais on est dans la logique de situation pour poursuivre la hausse, et si on dépasse le récent point haut qu'on avait fait juste en dessous des 5005, ça sera l'objectif. Alors bon, malheureusement, ça va peut-être pas se faire de façon linéaire, il y a plein de facteurs perturbants, comme la géopolitique, comme le niveau de l'euro-dollar qui est quand même un
peu inquiétant autour des 1,20, voire peut-être plus tard. Et puis bien sûr les marchés américains, on verra tout à l'heure, qui sont quand même en très bonne santé également, mais qui sont un peu sur les niveaux stratosphériques. Donc tout ça, ce scénario très haussier ne supporte aucune anicroche par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais la réelle inquiétude pour moi, c'est si on repassait en dessous des 5000, et encore, on ne mettrait pas en échec la tendance haussière de fond, on pourrait revenir sur les 4750 sans pour autant casser vraiment le train d'haussier long terme. Donc c'est pour ça que finalement toutes les phases de correction sont très bien absorbées par le CAC 40. Alors on passe sur un graphique hebdomadaire où on voit qu'on a vraiment un train d'haussier. On a eu un train d'haussier très fort en fin d'année dernière, début d'année, qui a été un peu stoppé au début de l'été, mais rien de méchant. Pour moi, en fait, la zone d'appui, je définissais souvent 4940, 5000 points comme niveau d'invalidation de la tendance moyen terme. Et donc, on n'a pas invalidé du tout, on est même remonté. Et là, on est en train de déborder un peu ce range estival, pour moi, entre 5260 et 5050, 5000. On pourrait espérer monter un peu plus haut, même si la cadence de reprise, pour moi, est un petit peu forte ces derniers jours, voire ces 2 dernières semaines. Mais pour l'instant, rien de très inquiétant tant qu'on n'est pas repassé en dessous de 5000. Voilà. Stéphane, comment tu qualifies la hausse là et le retour après l'épopée Macron? Cette hausse-là, en fait, et puis ensuite, donc, avec les deux tours ici, paf, et puis derrière cette descente difficilement analysable. Enfin, moi ça m'a cassé les pieds vraiment, je ne sais pas si il y avait beaucoup de retracements sans arrêt, et jamais on démarrait, elle est plutôt baissière, elle est baissière, on ne peut pas dire autrement, mais à chaque fois il y avait un sacré retracement. À chaque fois, on faisait du surplace, tout doucement, et on descendait. Alors, est-ce que, moi, est-ce que je suis idiote, plutôt, est-ce que c'est une phase d'impulsion, une correction, est-ce que ça va continuer de baisser, ou, alors, est-ce que toi, je vois ton range, là, donc de l'été, et tu considères qu'on est en train de sortir, ça veut dire qu'on serait plutôt sur le départ, sur le début de la reprise haussière, vers 5008, 5008 peut-être pas, mais un peu au-dessus des 5, en tout cas au-dessus des 5005 précédents et un peu au-dessus, d'accord. En fait, c'est assez simple, c'est jamais simple, mais on a eu un effet Trump qui a vraiment porté les marchés, on a eu un vrai effet de fun jusqu'à 5000, et puis après on a eu l'effet Macron, parce que n'oubliez pas que les investisseurs étaient très inquiets sur le fait qu'on pouvait avoir éventuellement des extrêmes au pouvoir, Mélenchon ou Marine Le Pen. Alors ça n'aurait pas été du tout apprécié par les marchés, donc ils ont salué ça, mais comme ça arrivait un petit peu en bout de course après l'effet Trump, on est rentré pour moi dans une correction somme toute logique, parce qu'on ne peut pas faire que monter, il faut respirer à la fois en timing et en amplitude. Pour moi c'est une respiration équilibrante de cette phase de hausse qui avait été quand même relativement importante. Et moi, ça ne m'inquiétait pas plus que ça tant qu'on ne repassait pas en dessous des 4940, des 5000 points. Donc on a parfaitement bien pris appui sur ce niveau. Ouais, donc là, on est reparti. Je te coupe, excuse-moi. Ouais. Parce que moi, je comprends ce que tu dis. Ma question n'était pas tout à fait ça. C'est comment tu expliques cette baisse bizarre, cette baisse en retracement sans arrêt. Est-ce que c'est on a l'impression que c'est manipulé, c'est-à-dire que le marché a baissé, ça va, et qu'il y a quelqu'un qui soutient, qui essaye de soutenir fictivement, faussement, pour empêcher mais qui n'y arrive pas, et ça retrace à chaque fois, et ça redémarre pas. Là, jusqu'à tantôt, où effectivement, ça commence un peu à rebondir. On a un soutien naturel en provenance de la Banque Centrale Européenne, qui est quand même très actif en rachat et en injection de liquidité, donc ça soutient implicitement le marché. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on tentait des nouveaux points bas, il y avait des rachats, il y avait des forces de rappel très, très importantes, mais moi je ne cherche pas à expliquer vraiment à la perfection, je serais certainement en plus pas dans le vrai, mais pour moi, quand je regarde le mouvement dans son ensemble, ça me semble être une correction somme toute très logique en amplitude et en timing, pour équilibrer un petit peu les phases de progression. Et là je pense que finalement, s'il n'y a pas d'anicroche en provenance de ces trois facteurs que je viens d'évoquer, on est reparti pour essayer d'aller chercher un peu la zone de point haut. Voilà, pour moi c'est un peu ça, même si à très court terme le marché montait un peu vite et pourquoi pas revenir sur 5150 avant de tenter de repartir vers les 5002, 3 ou 4. Voilà. Après je ne sais pas ce qu'on pense Jean-Louis. Donc là tu penses qu'on redémarre. Donc
Mais ça, c'est Mais quand avec même une prudence c'est- relative d'accord, quand alors même, ça parce c'est que il y a hebdomadaire, beaucoup de facteurs. on est d'accord que c'est un graphique hebdomadaire. Mais j'ai pas le C'est graphique. t'as plus rien là? Non, T'as vu ça, si, j'ai de Ah, bah alors, c'est quoi ça? Ah, c'est Gold, d'accord, c'est de job. Donc là, sur le CAC, tu penses que ça commence à redémarrer, donc peut-être un retracement prochainement, mais plutôt dans une optique de rechercher un signal d'achat. Ouais, s'il n'y a pas de soucis majeurs, bien sûr. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera certainement au salon de l'année cyclique en mars, donc dans 6 mois. Donc on essaye un peu de viser cette perspective, même si personne peut sérieusement prétendre prévoir l'avenir, et on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici là, avec un Trump qui fout sur la gueule à la Corée, c'est folklore, donc ça peut faire bouger beaucoup. Alors Jean-Louis, qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, je pense tous les scénarios peuvent être valables. Il n'y a pas de... J'ai pas fait de commentaire là-dessus. Après, moi, si vous voulez, ce qui m'importe pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer, c'est déjà de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, dans quel état se situe le marché, pourquoi il est là, comment il est là, quels sont les enjeux, est-ce qu'il y a des vraies convictions et la réponse est non. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est vide. Ce marché a retracé. Alors, il y a eu des moments critiques. Enfin, moi j'ai entendu ceux qui passaient avec moi sur BFM, et ils disaient « Ah, on est vendeur, on est vendeur. » On est vendeur, non, moi j'étais acheteur. Et je dirais que la chose la plus intelligente que j'aurais pu dire, c'est de dire à un moment donné non, il n'y a rien de grave, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide, il faut acheter à 5000. Et ça, enfin 5050, je suis revenu le 1er septembre, 50, 5100, parce que le marché a retracé d'une manière assez importante, mais dans le vide absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune force vendeuse. Mais détecter qu'il n'y a eu aucune force vendeuse, ça demande beaucoup d'expérience. Ne croyez pas que ça c'est inscrit dans les livres. Dans cette baisse comme ça, il y a eu aussi des dividendes qui ont été distribués. Donc si vous regardez le PXA, enfin le CAC 40, vous avez l'impression que ça a beaucoup baissé, mais à cela, il faut tenir compte des dividendes. Donc, c'est ce que je dis chaque année à cette époque, voilà, ça n'a pas baissé tant que ça. Voilà, il y a eu, dans la période mai-juin, juillet, enfin mai-juin, juillet, un peu sur septembre, même aujourd'hui, il y a 8 points, enfin sur ce mois-ci, il y a eu 150 points de dividendes au total. Donc, 150 points de dividendes, vous prenez par exemple 160, peut-être même. Donc le 28 août, on a fait à peu près 5000, 4995 ou 17. Sur le futur, bon, ben, vous rajoutez 150, 160 points, 5160, c'est que dalle. C'est pas un retracement méchant, voyez-vous. Donc déjà, il faut relativiser, ça, c'est très important. Donc l'idée qui consiste à dire que la tendance est haussière, oui, elle reste haussière, elle est haussière. Et je pense que l'incertitude est extrêmement forte. Les différents acteurs des marchés sont soit haussiers, soit baissiers. Ils ont établi des stratégies. Notamment, on peut parler des gérants. Ils sont soit acheteurs, soit sous-investis. Parce que vendeurs, non. Ils sous-investis, donc avec un état inférieur à 1. Donc si les marchés montent, ils sont emmerdés. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que c'est le niveau d'emmerdement qui compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut agir. Et il faut donc racheter des titres pour coller à la perf. Et ça, c'est vraiment un problème quand on imagine que quand même la situation est très délicate, que ça peut péter du jour au lendemain, etc. Donc, ces gérants qui ont soit pris des positions à l'achat, soit pris des positions en sous-performance, ne bougent pas. Ils ne bougent pas et les échanges aujourd'hui sont quasi, enfin pas nuls, mais quasi nuls, quoi. Ne croyez pas qu'en ce moment il se passe des choses très importantes, il ne se passe rien. Donc la hausse entre 5000 et 5200, 5300 pratiquement ce soir, ça tient sur le Walou, il n'y a rien, c'est bidon. Alors elle est là, hein, attention, hein, mais c'est un recul des vendeurs, une avancée des acheteurs, ils n'arrivent pas à se croiser. Ils n'arrivent pas à se croiser et c'est pour ça que vous avez eu des gaps, et un gap notamment le dernier entre 5230 et puis 5260 avec la Fed. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme échange? Rien. La seule journée, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que c'était le vendredi dernier,
a fait pas loin de 7 milliards. Alors vous allez dire, ah mais 7 milliards, Jean-Louis, qu'est-ce que tu nous racontes comme connerie? Le problème c'est que 7 milliards c'est l'échéance, et c'est ce que j'ai signalé en temps réel, c'est-à-dire, attention, le volume va augmenter, etc. Il y avait dans le CAC Nokia qui sortait et STM qui rentrait, donc il faut refaire toutes les pondérations, etc. Tout ce qui est tracker, tout est en fait revu, donc ça crée des volumes très importants. Bon, mais en dehors de ça, rien. Maintenant on est retourné à 2,4 milliards. Moi souvent je prends comme référence le niveau de volume que sur BFM. En ce moment c'est du 400, on a vu du 380, alors qu'habituellement au minimum c'est 650 à 850. Donc ça prouve bien qu'il ne se passe pas grand chose. Maintenant, oui, la tendance est haussière, mais je pense que plus que jamais, il faut que les différents acteurs, enfin en tout cas les investisseurs, puisque les autres sont plutôt hedgés, et les géants, bon, après tout, à part évidemment la sous-performance qui va les pénaliser dans le fait que les gens mettent de l'argent dans leur fonds ou pas, mettent de l'argent. Donc là, cette situation fait que si vous n'êtes pas derrière l'écran, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je pense qu'il va falloir réagir très vite à des événements extérieurs. Et aujourd'hui, vous avez pu voir qu'on ne réagit à plus rien, ou quasiment à plus rien, parce qu'on s'habitue à tout. Et les derniers événements qui ont réussi à faire bouger les marchés, c'était la Corée du Nord. Bon, ok, la Corée a fait bouger, et puis au bout d'un certain temps, la Corée ne faisait plus bouger. Alors voilà, on a pris cet événement comme un prétexte, et puis après, plus rien. Alors, qu'on aille à 5003 demain, qu'on aille à 5005, 5008, je pense que c'est pas le problème, il faut voir toujours pareil. Où est-ce que je me coupe? Ok, la première chose à faire pour un analyste, un stratégiste, en fait, c'est de se dire, ok, j'achète le mieux possible, mais où est-ce que j'affirme mon scénario? Comment j'affirme mon scénario? Et franchement, c'est super compliqué en ce moment parce que il y a tellement d'indications divergentes sur la situation du marché, le contexte, la manière dont se font les baisses, la conviction qu'il y a dans les ventes qu'il n'y en avait pas. Alors il n'y en avait pas, mais il fallait le percevoir, donc c'était pas évident. Et je pense que la situation va rester extrêmement difficile, extrêmement confuse, avec plein de pièges. Alors évidemment, quand on n'est pas dans le coup, on peut se dire, bah oui, j'étais pas méchant, il fallait acheter ici, il fallait acheter là, il fallait revenir ici, il fallait ressortir là. Enfin, je peux vous dire que quand on est les doigts dans la machine, quand on est vraiment tous les jours, ouais, dans l'entreprise si tu veux, mais tous les jours dans le marché, il y a des situations qui ne sont pas faciles psychologiquement à aborder. Alors, c'est ça qui fait la différence à un moment donné, c'est vraiment cette fébrilité qu'on peut avoir ou pas à intervenir sur des scénarios qu'on s'est fixés, et puis à un moment donné, on doute, parce qu'on entend que, oh là, il se passe des choses, ou que ceci ou que cela. On doute tous, moi y compris. Alors, est-ce que tu as une explication justement? Effectivement, cette baisse, c'est un peu bizarre quand même. Enfin, personnellement, moi je la trouve très bizarre. Et tu dis qu'il n'y a rien, dans le marché, bon, plus ou moins d'accord, mais est-ce que tu l'expliques? Est-ce que tu donnes une explication? Est-ce que c'est un désintérêt pour le marché français, un désintérêt pour la bourse mondiale, tous les marchés? Est-ce que, pourquoi tu dis qu'il y a des choses contradictoires, les gens ne savent plus où ils vont? Est-ce que tu as une explication à ce niveau-là? C'est ça qui est intéressant. Pour pouvoir éventuellement, si ça change, pouvoir réagir et intervenir. Non mais ça a déjà changé. La baisse que l'on a connue après Macron, c'est que déjà, avant et pendant Macron, il y a eu un truc de fou. C'est-à-dire que il y a eu une situation techniquement... Enfin, ça a commencé avec Trump. Allez, reprenons l'histoire du début. Trump, contre-pied phénoménal, gigantesque. Enfin, je crois que, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est gigantesque. C'est-à-dire tout le monde disait si Trump passe, ça va s'écrouler. ICANN intervient dans la nuit pour acheter 1 milliard de futurs, provoquer un contre-pied à 8h du matin en Europe. Et derrière, ils ont payé comme des fous. Et il est dit que, c'est pas la théorie du complot, hein, à chaque fois on le renvoie à ça, mais c'est comme le 11 septembre, mais il a dit qu'en fait, à un moment donné, il voulait vraiment plomber, enfin dessouder même tous
tous ceux qui avaient suivi, enfin qui avaient été pour Clinton, et qui étaient donc à ce moment-là, tous les soutiens étaient plutôt acheteurs avant et vendeurs après. Ils ont pris à contre-pied. C'est possible. Je crois d'ailleurs que Soros a annoncé qu'il avait perdu 1 milliard. Ouais, mais il n'y a pas que lui. Enfin, bien, il y a des fonds, c'est terrible. Déjà, dès janvier, février, il y avait des fonds américains qui perdaient des sommes colossales. Il va y avoir des trous, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Donc je pense que... Si tu veux, j'entends bien, mais je suis un peu surpris que les mecs soient aussi cons que ça quand même. C'est-à-dire dans le sens où ils prennent un risque énorme. Et également pour le Brexit. Pour le Brexit, je connais des fonds qui qui ont fait, comme on dit, les couilles en or. Ils sont très contents. Et effectivement, personne ne s'attendait à ce que le Brexit passe. Puis il est passé parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à intervenir à ce niveau-là. Et puis les mecs n'avaient pas pris des positions en se disant « Oh bah finalement, ça pourrait pas passer, c'est trop risqué. Donc au mieux, on fait rien. Au pire, on se prépare ou on prend des options. Enfin, on est protégé. » Donc je suis un peu surpris, si tu veux. Alors après, ils courent tous derrière, je suis d'accord. Et là, il y a un enchaînement, je te suis là-dessus. Mais qu'il soit pris une tôle au départ... je suis un peu surpris quand même. C'est vraiment prendre un gros risque sur une élection qui joue on n'est jamais, c'est incertain, parce que Trump, tu repars, tu te rappelles, il domine, il rentre en arrière, et puis alors les médias nous foutent sans arrêt, et on en connaît bien, hein, surtout les télévisions en continu, là, qui nous racontent des trucs, je cite personne, qui nous racontent des trucs en réel. D'ailleurs, ils sont en train d'un peu changer. Hein. D'ailleurs, ils changent un peu leur fusil d'épaule en ce moment. C'est intéressant. Et qui manipulent un peu, mais je suis surpris que les fonds, je veux bien que le public se fasse avoir, mais les fonds, les hedge funds se laissent impressionner par ça et puis suivent. Ah oui, Trump, il va pas être élu, c'est sûr, c'est Clinton, c'est du billard et tout. Les gars, faites attention. La logique de bon sens a été prise à contre-pied systématiquement tous ces derniers mois. Sur l'affaire du Brexit, par exemple, les bookmakers ont donné non au Brexit. Et en fait, tout le monde s'est fait baiser sur le problème étant le suivant. Qu'est-ce qu'il faut compter? Les voix ou les paris? Les riches avaient parié qu'il n'y aurait pas de Brexit. Et comme ils étaient riches, ils avaient mis des enjeux extrêmement importants. C'est-à-dire qu'ils avaient fortement parié sur le fait qu'il n'y aurait pas de Brexit. Les pauvres ont parié, on va dire, contre le Brexit. Mais les pauvres sont plus nombreux, moins riches. Donc au niveau du 4 contre 1, etc., les riches, si vous voulez, ont pesé fortement dans l'idée que le Brexit, sur la cote, que le Brexit ne passerait pas. Le problème, c'est que la voix du riche comme celle du pauvre compte pour un. Et quand ils ont fait le décompte, la surprise a été forte. Et quand ils ont regardé à nouveau les paris, parce qu'ils ont réfléchi, je connais quand même des bookmakers anglais, ils se sont dit merde, on s'est fait baiser. Et en fait, ils se sont aperçus, et donc c'est très différent d'un pari sportif. Pourquoi? Parce que justement, celui qui parie, oui, le Brexit va avoir lieu. Le problème, c'est que s'ils sont très nombreux à parier ça change la donne. Le problème, c'est que ça n'influence pas la cote. Parce qu'ils vont se dire, il y a beaucoup d'argent qui est sur il n'y aura pas de Brexit. Il y a moins d'argent sur il y aura un Brexit. Le problème, c'est qu'à la fin, une voix, c'est une voix. Et le Brexit est passé. Donc ça a été un très grand contre-pied, cette histoire-là. Jamais ils avaient imaginé qu'il y aurait Brexit. Après, dans l'histoire de Trump, c'est pareil, il y avait un super contre-pied. Et le contre-pied a été vraiment mis en place dans la nuit avec ICANN, qui a acheté 1 milliard de futurs Standard & Poor's. Donc s'il faisait qu'à 2h du matin, c'était 8h en France, il a commencé à acheter entre 2h et 3h du mat', et entre 8 et 9, le marché est passé de 4250 à 4310, et à 4000, je m'en souviens très bien, à 4310, ça a décollé, et quelques heures plus tard, on était à 6% dessus. Il y a aussi un événement, pour aller dans le sens de Jean-Louis. Moi, je me rappelle bien, j'étais short en tout début de matinée, très tôt le matin sur les États-Unis. Et en fait, ça se passait très bien, hein, parce que ouais, j'étais non, mais ça se passait bien au niveau du point d'entrée que j'avais eu et de la position au moment où je tradais.
Et en fait, j'ai écouté l'allocution de Trump juste après son élection. Là, en fait, il était très vindicatif pendant l'élection, il était très remonté contre Mme Clinton. Et puis finalement, j'ai trouvé ce discours mais extraordinaire. Il était hyper posé, il était pro-business, il disait on va fédérer tout le monde, on s'est battu maintenant, c'est pour l'Amérique. Et là, quand j'ai entendu ce discours, je me suis dit c'est mort, les marchés remontent. Et finalement, j'ai pas attendu que mon stop soit touché, je suis sorti et je suis très bien sorti. Mais je crois que ce contre-pied est surtout en grande partie lié aussi pour beaucoup à ce discours qui a été très très posé et fédérateur. Et là je me suis dit il a été bon hein, sur ce coup-là. Il est vraiment pro-business et attention, ça risque vraiment de ne pas aller où on pense que ça va aller à cause de tout ce qu'il a dit pendant la campagne. Et ça pour moi ce discours a été fondamental dans ma prise de décision du moment. Oui, sauf que les volumes sur des périodes courtes ne sont pas suffisants pour permettre aux intervenants de se retourner. Donc ça a été un bain de sang. Quelques mois plus tard, en janvier, février, mars, il y a un hedge fund qui a annoncé 1,7 milliard de pertes sur les options février, sachant que mars, c'est quand même les plus grosses options. Et il disait, ben, on a participé à la hausse du mois de février en achetant des contrats futurs Standard & Poor's pour se couvrir sur les ventes d'options. Ce qu'on pourrait appeler normalement une gestion de delta. Mais ils ont perdu énormément d'argent, 1,7 milliard entre rien que sur l'échéance février, en mars, je ne vous dis pas combien ils ont dû perdre, etc. Là, si vous voulez, la situation est très particulière. Un marché où il faut revenir aux bases, c'est-à-dire bourré de liquidités, donc qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Le problème, c'est que l'argent est de plus en plus centralisé dans des mains extrêmement puissantes, enfin, puisqu'ils ont de l'argent. Et tout peut basculer en 5 minutes pour pas grand-chose. Alors, pas en 5 minutes, mais... on a vraiment un marché très particulier. Voilà. C'est pour ça, de toute façon, si la volatilité, vous vous rendez compte, sur le settlement de septembre, on est tombé, on disait tout à l'heure, sur un record historique à 15 ans, sur la baisse de la volatilité. Sur différents supports. Et sur octobre, là, prenons le CAC 40, on a la même chose sur le DAX ou sur le S&P 500, on est tombé à 8,5 de vol, 8,5. Alors bon, moi j'ai connu des vols à 7, hein, mais les vols à 7 c'était une semaine, et puis rien, et puis il restait 7 jours. Et là, 8,5 sur un mois entier, pratiquement novembre, il y a quoi? Il y a encore 29 jours, un truc comme ça. C'est énorme, c'est-à-dire que, c'est énorme 29 jours par rapport à 8,5 de vol. Il y a un malaise quelque part, c'est pas normal. 8,5 de vol, c'est-à-dire qu'ils n'attendent plus rien, ils ne savent plus quoi penser. Sachez une chose, ils ne savent plus quoi penser. Ils sont emmerdés. Ils veulent pas. Je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas tout à fait ça, excuse-moi de te contredire. C'est pas qu'ils ne savent pas quoi penser. Alors, on peut dire qu'ils n'ont aucune crainte. Parce que s'ils avaient une crainte, ils se couvriraient. Et s'ils se couvraient, la vol augmenterait. Donc ils ne se couvrent pas, ils n'ont aucune crainte. Alors, est-ce qu'ils pensent que ça va continuer? Pour l'instant, ils pensent que ça ne va pas, en tout cas pas baisser. Je pense qu'ils pensent que ça va continuer de monter. C'est pour ça que le VIX baisse énormément. C'est que les mecs sont rassurés. Il n'y a aucune crainte. D'ailleurs, la volatilité implicite, elle augmente surtout quand il y a des moustiques. Surtout quand le marché baisse. Quand le marché monte, la vol, normalement c'est la volatilité implicite, c'est la vol historique anticipée. La volatilité implicite, je vous rappelle ce que c'est la volatilité tirée de la formule des premiums d'options, donc de la formule de Black-Scholes, et donc Lichtenstein, il ne faut pas l'oublier celui-là. Eh bien, et donc, c'est pas la volatilité elle-même, on dit c'est la volatilité historique anticipée. Bon, quand ça monte, même s'il y a de la volatilité, sur le marché, ça bouge un peu, mais que ça monte, la volatilité implicite, elle baisse. Normalement, ça dépend, pas toujours, mais très souvent. Et si vous mettez les deux graphiques en parallèle, vous verrez, à chaque fois que ça chute, à chaque fois que le S&P chute, le VIX monte en flèche, et chaque fois qu'il monte, elle baisse. Donc là, ils sont rassurés. Ils sont rassurés que ça devrait normalement plutôt continuer. En tout cas, ça ne devrait pas baisser. Voilà. Est-ce que ça va continuer?
Je ne peux pas l'affirmer qu'il pense ça, mais je pense qu'il considère que ça ne devrait pas baisser. Ça doit... Alors, c'est Cox ou enfin, c'est Black & Scholes ou Cox et Rubinstein. C'est pas les mêmes formules, ça dépend des dividendes. C'est pas Black & Scholes et Rubinstein. Voilà, pose ta bouteille. Allez, c'est le champagne. Non, mais c'est ça, parce que comme c'est enregistré, il ne faudrait pas non plus que... Je ne peux pas laisser passer. Je suis obligé de dire quelque chose. Bon, c'est pas grave. Non, je pense que c'est plus compliqué que ça. Ce qu'il a dit, c'est exact. C'est-à-dire que, évidemment, quand les marchés montent, la vol baisse et inversement. Sauf que, par exemple, le vendredi de l'élection de Macron, les marchés ont explosé à la hausse. J'ai vendu ce jour-là des puts à 30 de vol, ce qui est inimaginable. Il y a un problème quelque part. Pourquoi, alors que les marchés explosaient à la hausse, j'ai vendu des puts avec des deltas de 0,3 à 30 de vol? C'est des situations de stress énormes, alors qu'on savait très bien que Macron allait passer. Non, ne croyez pas que actuellement les gens gagnent beaucoup d'argent, c'est absolument faux. Ils perdent beaucoup. Il y en a qui gagnent beaucoup certainement, mais qui sont peut-être du bon côté. Mais franchement, il y en a beaucoup qui perdent beaucoup d'argent. On aura des surprises, enfin, on ne sait pas qu'on aura des surprises, parce qu'on a déjà eu des fonds qui ont annoncé leur perf et c'était catastrophique. Aujourd'hui, vous discutez avec des market makers, ils ne font plus rien. Je sais pas, c'était hier, je passe à un moment donné un achat de 70 calls, le marché perd 10 points, enfin j'étais pas loin, le marché perd 10 points, j'aurais dû être fait 10 fois, si on avait pris le prix théorique de vol. Mais ils se sont dit, qu'est-ce que je vais m'emmerder à lui filer 70 calls, je lui donne pas, ils m'en ont donné 4, 70, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est tout, voilà, ils sont pas là. Non, mais je ne vous dis pas que si j'avais surpayé, ils ne seraient pas venus me donner, bien sûr, mais je payais un prix, je surpayais. Parce que je m'étais dit, si ça baisse de quelques points, je vais être fait. Ça baisse plus de 10-15 points, je n'ai pas été fait. Ça veut dire que voilà, il y avait rien du tout. Non, c'est très particulier. Alors, après, on peut discuter de la manière dont aborder le marché pour essayer de gagner de l'argent. Et là, malheureusement, je vais revenir un peu à ce que j'avais proposé il y a quelques temps, mais aujourd'hui, à 8,5 de vol, il faut acheter le call et vendre le futur. Vous allez gagner de l'argent, vous allez faire des opérations, vous allez faire... Enfin, vous inquiétez pas, c'est sûr. Enfin, le problème, c'est la condition de savoir s'en servir. Bon. Mais le marché est haussier. Ok, il faut aller à 5004. C'est trop tard pour le dire. Il faut avoir le moral pour rentrer à 5280 dans un environnement hyper compliqué. Il fallait rentrer à 5050. Disons, allez, 5070, là, c'est là où je suis rentré à 75 ce jour-là où j'en ai acheté un paquet. Un peu par hasard aussi. Mais aujourd'hui, franchement, c'est difficile de... D'ailleurs, vous le voyez, écoutez BFM, c'est quoi ta position actuellement? Alors, est-ce que tu as quelques calls couverts? Qu'est-ce que tu as fait? Explique un petit peu, c'est ça que les gens veulent savoir. Dire, tiens, le champion, c'est le champion maintenant. Pour un an, t'es le champion, donc on va essayer de te déboulonner l'année prochaine. On va essayer, on verra. Donc pour un an, t'es le champion, donc on t'écoute. Alors, quelle est ta position actuellement? Essaye d'expliquer un peu, c'est ce qu'attendent les gens. Ils disent, tiens, attends, j'ai peut-être piqué une bonne idée, ça va peut-être intéressant, vas-y. Alors, je ne sais pas quoi dire. Le problème, c'est que je ne connais pas votre niveau, et si je commence à vous expliquer ce que je fais, je pense qu'il y en a 98% qui vont quitter la salle. Alors, non, mais soft, c'est pas soft. Le problème, c'est que le copy trading, pour moi, ça n'existe pas. Je vais faire des positions complexes, options, futures, etc. Moi, je joue la hausse. Si vous regardez mon compte, je suis vendeur de 150 contrats, à peu près. Vous allez me dire, mais c'est un malade celui-là, qu'est-ce qu'il branle? Ben, il est acheteur de call, il joue un trader acheteur, il fait plein de trucs. Et si jamais demain matin il y a un problème, ben, je gagne comme au mois de... évidemment, à un moment donné, quand le taux de marché tombe à 5 000, j'ai acheté. Et donc je vais faire une journée à 100 000. Donc aujourd'hui, si vous voulez connaître ma position, je suis acheteur de call, je suis vendeur d'environ 160, 150, 140. Allez, attendez voir, excusez-moi. Là j'en ai 40, là j'en ai 70, ça fait donc 110. J'en ai 20, ça fait 110, 130. Ouais, j'en ai 130. Mais à côté de ça,
je travaille dans un sens acheteur. J'ai des calls. Ma position, elle ne veut rien dire. Vous ne pourriez pas la comprendre. Si vous la regardez à l'instant T, vous ne la comprendrez pas parce que je vais la travailler pendant 25 ans, ça se trouve. Alors, je ne sais pas, ça fait depuis le mois de... début de l'année que j'ai commencé à monter tout doucement cette position. Mais j'ai fait des allers-retours, mon prix de revient, j'en sais rien, je m'en fous. D'ailleurs, je ne le regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est suivre une logique de trading, etc. Par exemple, à un moment donné, au mois d'août, alors que j'étais en vacances dans le jardin, ben, j'ai acheté 50 contrats et je les ai revendus. C'est normal, 50 lots. Je peux en faire 100, je peux en faire 50, je peux en faire 10, je peux en faire 5. 5, c'est presque une alerte. Alors, ce que je fais, non, encore une fois, je vous assure, c'est pas... peut-être qu'il y a des gens qui vont parfaitement comprendre, mais c'est pas prétentieux de dire que malheureusement, vous n'avez pas du tout capté la philosophie de mon trading. Voilà. Moi, je travaille surtout aujourd'hui en plusieurs dimensions, c'est-à-dire la dimension prix, la dimension temps et la dimension surtout volatilité. Donc, à un moment donné, si la volatilité est très très basse, je vais acheter de la vol, je vais vendre des contrats futurs et je vais monter une usine à gaz. Je peux monter 500 lots. Alors après, pour faire ça, il faut deux choses. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut le pognon. Bah, oui, évidemment. 500 lots, il faut la couverture. Mais dans mon quotidien, je vais faire ce que je dis sur BFM. Vraiment. C'est-à-dire que je vais acheter là. Alors, ces derniers temps, merde, j'ai eu du mal. Hein. Oh là là, il n'y a pas de retracement. Mais j'ai réussi à faire 2-3 allers-retours. Pas beaucoup. 8 points. Bon, après, il faut multiplier par le nombre de contrats. J'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, je suis ici, j'ai rien fait. Mais le soir, j'ai fait prendre une photo de mon compte. J'ai dit, bon, ce compte-là, comme il faut que je reprenne une position d'arbitrage sur autre chose. Ok, t'as pris une photo. Ok, maintenant, je vais prendre une position à la vente. Mais j'ai vendu. J'en ai rien à foutre de ce qui se passe ce soir. J'ai vendu parce que en face, j'ai autre chose. Et puis, j'avais voulu faire les matchs de trader avec un compte totalement vierge. Alors, comme c'était un petit compte, il n'y avait rien. Il y avait 5 lots, c'est pas grand-chose, mais je l'ai repris ce soir, ma position. Moi, je suis un systématique, enfin quasi systématique, parce qu'on a tous nos défauts. Hein, bien